Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce dialogue littéraire du mois de mai. Nous sommes aujourd'hui à la galerie Zonzon, ouverte par Daniel Maguet en 2008. Elle présente des artistes venus d'ailleurs dans une large gamme de prix. La galerie se trouve au 50 rue Émile Zola, dans le quartier Siam à Brest. Le 20 mai aura lieu le vernissage de l'exposition de Sylvie Van Lenberg, exposition qui durera jusqu'au 22 juin. Dans cette émission, nous retrouverons Virginie qui nous proposera des destinations de vacances et nous reviendrons sur deux rencontres qui ont eu lieu à la librairie avec Éric Fotorino et Yvon Lemaine. Le poète Yvon Lemaine est venu nous présenter Les Rumeurs de Babel, publié aux éditions Dialogue. Emmanuel Lepage a illustré ce très bel ouvrage. Les Rumeurs de Babel est un poème-reportage sublime créé à l'occasion d'une résidence du poète dans la cité de Maurepas, à Rennes, où coexistent des hommes issus de 54 nationalités différentes. Rencontre avec des voisins, des personnes âgées et des habitants de Maurepas tout simplement. De cette expérience émerge un long poème humain, clair et plein d'espoir. Emmanuel Lepage, avec son talent d'auteur de bande dessinée, apporte de très belles et vives illustrations. Yvon Lemaine répond aux questions de Laurane. Bonjour Yvon Lemaine. Bonjour. Vous publiez Les Rumeurs de Babel aux éditions Dialogue dans la collection La Petite Carrée, un long poème-reportage que vous avez écrit lors d'une résidence d'auteur dans la cité de Maurepas à Rennes. En premier lieu, Yvon Lemaine, ce poème, comment s'est-il imposé à vous? Il ne s'est pas imposé à moi, il est venu vers moi. Disons, quand je me suis installé en résidence à Maurepas, avec l'idée de rencontrer des gens, pas forcément d'écrire un poème, parce qu'on ne sait jamais. Le poème arrive ou n'arrive pas, quand même. Et j'ai écouté les gens, et tout d'un coup, parce que j'y vais dans un appartement très bruyant, mais comme beaucoup de gens, et donc finalement pour accepter le bruit, le supporter, le contrer, le tenir en laisse, disons, la seule solution c'était d'écrire. Parce qu'écrire c'est tendre une ligne entre deux points. Et donc, dès le lendemain, dès le matin, quand je me suis levé du premier matin, j'ai commencé à écrire ce que j'avais entendu la veille dans la rue, parce que dès que je suis sorti, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai un petit don pour écouter, faire venir à moi des gens. Enfin, quelqu'un m'a raconté une partie de sa vie, et le lendemain matin, cette vie était déjà au bout de mes doigts. Comme une sorte de partition que mes oreilles avaient entendue. Lors de cette résidence, vous êtes allé à la rencontre de personnes, justement, de vieilles femmes dans une maison de retraite, d'un homme qui sortait de prison. Vous avez parlé à vos voisins, aux gardiens d'immeubles. De quelle manière la rencontre, la confrontation avec l'autre, la curiosité que l'on exerce sur l'autre, nourrissent-elles votre poésie? Parce que je crois que la curiosité, on disait quand j'étais petit que c'était un vilain défaut, mais je pense que c'est exactement le contraire, c'est s'intéresser aux autres. Alors pour s'intéresser aux autres, il faut une seule chose, je pense, ne pas être trop prisonnier de soi. Et regarder les autres, non pas au-dessus, en pensant que j'étais dans un quartier pauvre, avec des gens malheureux, etc. Non, en face. Les yeux dans les yeux, les oreilles dans les oreilles et le cœur dans le cœur. Et je crois que les gens l'ont su et m'ont raconté assez rapidement leur vie, jusqu'au plus profond même. La preuve, le prisonnier, qui a fait 22 ans de prison, pas pour rien donc, qui m'a raconté avec une confiance totale ce qu'il avait fait. Et les vieilles dames magnifiques. L'une d'entre elles m'a même invité à visiter sa chambre. Vous questionnez beaucoup l'altérité, 54 nationalités qui cohabitent dans la cité de Maurepas, et vous prouvez que malgré les différences, les êtres humains, peu importe leurs origines, sont des personnes similaires. Souhaitiez-vous tendre des passerelles entre les hommes? Alors les gens ne sont pas similaires exactement, ils sont différents, mais ils ont en commun l'humanité, c'est-à-dire les mêmes peurs, les mêmes joies. Donc si on traite mal les gens, ça va pas, c'est tout. Les gens se révoltent, pas assez d'ailleurs. Et malgré leurs 54 langues différentes, leurs religions différentes, etc., il y a un champ commun et il y a aussi une fracture commune qui fait que soit on va vers le bien commun, soit on n'en veut pas parce qu'on ne nous a pas entendus, alors on se réfugie dans nos tribus et dans nos clans. Les illustrations d'Emmanuel Lepage sont remplies de couleurs, elles renvoient l'idée d'une cité radieuse. Quel rôle leur donnez-vous? Peut-être radieuse, c'est un peu fort, d'autant qu'il y a une cité radieuse c'est celle du Corbusier, dans laquelle j'ai vécu quelques mois aussi. Il a donné de la lumière en tous les cas. Donc les images d'Emmanuel sont pour moi des plages de lumière, comme ça, où on s'arrête dans le long poème, qui fait 200 pages, où on s'arrête comme ça, comme on ouvre une fenêtre, et il a illuminé, enfin éclairé, éclairé, il allume une petite lampe de chevet au pied de ces immeubles dans lesquels vivent les gens. Donc il faut les regarder aussi de tous les côtés, en tous les cas, pas seulement, moi je le dis assez, justement, la difficulté de vivre, mais aussi
c'est aussi un endroit où des gens, certaines personnes sont heureuses. Éric Fotorino nous a fait le plaisir de venir nous présenter son nouveau roman, 3 jours avec Norman Jail, publié aux éditions Gallimard. Qui est vraiment Norman Jail ? Quand elle pousse la porte de sa maison du bord de mer, au printemps de l'an 2000, Clara veut découvrir pourquoi ce mystérieux écrivain est resté l'homme d'un seul roman, Qui se souviendra de nous, paru l'année de ses 20 ans en pleine occupation. Étudiante en littérature, la jeune femme découvre peu à peu que derrière le pseudonyme de Norman Jail se cache un maître de l'illusion dévoré par la rage d'écrire, auteur de nombreux manuscrits inédits, sous les noms d'Alkin Shapirov, de Jesus Manuel Ortega ou de Jean-François Purcell. Norman Jail ne dit pas forcément la vérité. Le secret de cet homme fascinant est à chercher dans les plis de la fiction. 3 jours avec Norman Jail est un roman brillant, jubilatoire, en même temps qu'une réflexion passionnante sur la force et la magie de l'écriture. Retrouvons tout de suite Éric Fotorino au micro de Laurence. Éric Fotorino, bonjour, Bonjour. Et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter 3 jours avec Norman Jail, votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Un roman dans lequel vous mettez en scène une rencontre entre Clara, une jeune étudiante en littérature, et Norman Jail, un écrivain de plus de 80 ans qui vit retiré du monde et qui a la particularité de n'avoir publié qu'un seul livre lorsqu'il était jeune, du temps de l'occupation, mais de n'avoir pour autant jamais cessé d'écrire. Alors avant tout, qui est-il ce Norman Jail et comment est-il né sous votre plume ? Norman Jail, comme vous le dites, c'est un écrivain, mais un écrivain particulier, parce que pour être cet écrivain qui n'a écrit, en tout cas publié qu'un seul livre, il doit changer de nom, il doit s'appeler Norman Jail. Alors Norman Jail parce que pour lui, dans sa jeunesse, quand il avait 20 ans, dans les années 40, pendant l'occupation, les grands écrivains, c'était des écrivains américains. Et donc il a eu la sensation qu'on ne pouvait pas exister comme écrivain si on n'avait pas un patronyme américain. Donc c'est un homme qui vit retiré du monde, qui essaye, manuscrit après manuscrit, d'atteindre une sorte de perfection et qui se heurte chaque fois à sa propre imperfection. Alors durant 3 jours, Clara et Norman Jail vont échanger sur la force et la magie de l'écriture, sur ce qui pousse à écrire également. Et Norman Jail va avoir une phrase très importante qui est qu'un homme qui écrit, c'est avant tout un homme qui crie. Alors est-ce qu'on pourrait dire que l'écriture a pour lui un pouvoir libérateur très fort ? Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, il a réalisé presque instinctivement que dans écrire, il y avait toutes les lettres du mot crier. Et ça l'a beaucoup porté parce qu'il a en effet compris que s'il voulait être un homme libre, s'il voulait pousser ce cri d'être humain, eh bien c'était par l'écriture qu'il l'atteindrait. Et c'est ça, ce paradoxe de l'écrivain, qui effectivement est probablement l'être le plus libre du monde comme tout créateur, libre de sa création, et qui en même temps rentre dans l'assujettissement, dans une forme de servitude, parce que ce besoin de créer l'emporte sur tout le reste et le domine. Mais entrer dans l'univers de Norman Jail, c'est aussi découvrir la vie d'un homme qui a tout sacrifié pour l'écriture. Alors est-ce que pour lui, prendre la décision d'écrire, c'était véritablement faire un choix de vie, une vie au centre et au sommet de laquelle se tiendrait l'écriture ? Oui, oui, c'est vrai que quand très jeune, il s'est mis à écrire et puis il vivait avec une jeune femme qui un jour a emporté son manuscrit. Et il a eu le sentiment, toute cette vie d'écriture, qu'il n'avait jamais atteint le sommet qu'il avait touché dans ce roman-là. Et on comprend, enfin on croit comprendre, que si cette jeune femme est partie, c'est parce qu'il ne l'a pas très bien traitée. On était pendant l'occupation, c'était une jeune femme juive, et il n'a pas été ni collabo ni rien, il a été indifférent à sa situation, et que précisément il a mis l'écriture en premier, et tout ce qui était, j'allais dire, ce démon de l'écriture qui l'a emporté sur tout le reste. Mais 3 jours avec Norman Jail, ce n'est pas seulement une réflexion passionnante sur l'écriture. Au fil des pages, Norman et Clara vont en effet à leur tour devenir de véritables personnages et on glisse petit à petit dans un roman à suspense. Alors comment ce chemin s'est-il fait pour vous au moment de l'écriture ? Si vous voulez, je ne souhaitais pas écrire un essai sur l'écriture, sur la littérature. En revanche, j'avais envie que le lecteur soit pris dans un jeu d'illusions. Comme Norman Jail dit souvent qu'un bon roman, c'est un tour de magie, j'ai voulu à un moment donné que le lecteur soit pris dans une sorte de tour de magie qui est jusqu'où va l'écriture, quel est le pouvoir de l'écriture. Et à travers Norman Jail et Clara, on va voir qu'il y aura des rebondissements nombreux dans leur relation, dans le qui est qui, dans quand sont-ils, dans quand vivent-ils. Voilà, donc toutes ces questions-là,
elle s'incarne à travers des personnages et de leurs réactions. De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Virginie qui va nous proposer des destinations de vacances. Bonjour Virginie. Bonjour Marion. Comme premier ouvrage, tu as choisi un très beau livre sur le Portugal. Oui, mon premier choix s'est porté sur cet ouvrage, paru cet hiver sur l'une des destinations phares de l'été prochain, le Portugal. Esther Thomé, auteure de ce très beau livre, publié aux éditions Villot, nous transporte à travers ce pays coloré et chaleureux. C'est un vrai voyage photographique qui mène le lecteur au travers de ce pays fascinant. Vous y découvrirez ses somptueux paysages, ses monuments imposants, mais aussi ses petits villages pittoresques aux maisons colorées dont les façades sont ornées d'azulejos. Enfin, la croisière se termine sur les îles des Açores et de Madère, deux merveilleux bijoux de plus à ce vaste patrimoine naturel et culturel portugais. De par ses textes, Esther Thomé nous raconte l'histoire maritime de ce pays et enrichit à merveille ses décors enchanteurs. Et ton deuxième ouvrage est un dictionnaire insolite sur l'Argentine. Effectivement, je tenais à vous présenter cette toute jeune collection des éditions Cosmopole, parue dans les années 2010. Pour cela, j'ai choisi un de leurs nouveaux titres, tout juste paru, le dictionnaire insolite de l'Argentine d'Anne Papazoglou. Cette Française, amoureuse de l'Argentine, nous plonge avec délice dans ce pays de contraste, cette terre de feu glacé. Ce petit guide se présente donc comme un dictionnaire. On le parcourt de part et d'autre grâce aux nombreuses entrées qu'elle signale d'un astérisque. Allant de l'Alfaror, célèbre pâtisserie, passant par les madrés des Plaza de Mayo, ces femmes pacifistes qui ont œuvré à la recherche des disparus durant la guerre sale, pendant la dictature. Voilà, loin des clichés du tango, Anne Papazoglou donne le ton et nous délivre une image authentique, actuelle et décalée de l'Argentine. Et ton dernier ouvrage est Comment visiter Barcelone en famille. Oui, effectivement, pour le guide pratique, j'ai choisi de vous présenter un des nouveaux titres de la collection Cartoville des éditions Gallimard, un collectif intitulé Barcelone en famille. Chaque double page s'ouvre sur un plan détaillé et très lisible. Il est agrémenté d'informations générales, telles que des repères historiques, des traditions locales ou encore des informations d'ordre pratique, comme des numéros utiles ou des adresses importantes. Vous sont également indiqués pour des enfants à partir de 4 ans des lieux où se détendre, tels que marchés, jardins ou encore promenades le long des Ramblès par exemple, ou encore des activités locales comme l'atelier où l'on apprend le trencadís, cette technique de mosaïque popularisée par Gaudi. Je te remercie Virginie. Merci beaucoup. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis et avant de vous retrouver le mois prochain, j'espère vous voir nombreux le lundi 23 mai afin de fêter les 40 ans de la librairie Dialogue. D'ici là, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures.